Irak, 1991. Une insurrection oubliée. Un documentaire sonore réalisé par Radio 2049. Chapitre 1. La guerre. J'ai rendu hommage à M. Saddam Hussein et au gouvernement irakien pour la modération dont ils ont fait preuve, et aussi pour les témoignages d'amitié qu'ils ont donnés à la France, puisque au mois de février dernier, M. Saddam Hussein avait répondu favorablement à la demande que je lui avais adressée pour obtenir 5 millions de tonnes de pétrole supplémentaires. Jacques Chirac et son homologue irakien, Saddam Hussein, l'homme fort de Bagdad, ont la même vision des relations futures entre l'Europe et les pays arabes. Même conception de l'indépendance nationale, mais volonté commune d'ouvrir en permanence un dialogue euro-arabe. Nous avons, au cours de ces entretiens, examiné toute une série de très grands problèmes, de très gros contrats, et nous avons effectivement procédé à leur signature. Et les contrats courent depuis maintenant 8 ans. Eh bien oui, nous avons continué d'aider notre ami. Nous l'aidons pour le tiers de son armement, car c'est l'Union soviétique et l'ensemble des pays de l'Est qui fournissent les 2 tiers. L'Iran aussi, il achète des armes. Et à qui donc ? Il y a des gens qui fournissent des armes à l'Iran, il y a des gens qui fournissent des armes à l'Irak, il y a des gens qui fournissent des armes à l'Iran et à l'Irak. « 1968. En Irak, un coup d'État porte au pouvoir le parti Baas, une organisation nationale socialiste panarabiste. 11 ans plus tard, une révolution de palais permet à Saddam Hussein, alors numéro 2 du régime, de prendre le pouvoir. 1 an après, l'Irak mène une opération éclair contre la République islamiste d'Iran et s'empare de ses principaux gisements pétroliers. En fait, la guerre se terminera 8 ans plus tard. Les combats ont fait 1 million de morts de part et d'autre, les 2 pays retrouvent leurs frontières. Nous sommes alors en 1988, l'Irak n'a rien gagné d'autre dans ce conflit que d'immenses pertes humaines, des destructions, des pénuries et des dettes. Le moral des troupes au plus bas et les vagues de désertion massive ont eu raison de l'acharnement du pouvoir. Cette guerre a été entretenue par les pétromonarchies du Golfe, les pays occidentaux et l'Union soviétique, tous d'accord pour tenter de contenir l'influence de la révolution islamiste iranienne. Mais ayant tous une confiance tout à fait relative dans le Reich irakien, leur soutien est resté volontairement insuffisant. Saddam Hussein et son parti, qui se rêvaient en leader du monde arabe, se sont fait pigeonner par leurs alliés de circonstance. L'armement et l'effort de guerre de l'Irak a été possible grâce à des emprunts colossaux à ses voisins. Quant aux marchands d'armes, qu'ils soient français, américains ou soviétiques, ils n'oublient pas de présenter la facture. Au début de l'année 1990, le régime bassiste irakien est en grande difficulté. En plus des dettes, l'effort de guerre ayant mobilisé l'essentiel de l'appareil productif, malgré la fin du conflit, on manque de tout. Les biens de première nécessité comme la nourriture sont encore rationnés, la population s'exaspère et l'agitation monte malgré le potentiel de répression impitoyable du régime. Pour faire rentrer des devises, le gouvernement joue toutes les cartes possibles. Il tente d'abord de renégocier sa dette, arguant qu'il a mené une guerre par procuration pour les pétromonarchies et l'Occident. Le refus est catégorique. Détenant d'immenses réserves de brut, le gouvernement irakien tente de renégocier une hausse du cours du baril. Le refus est de nouveau catégorique. Il joue de la menace pour obtenir du Koweït des compensations pour ses forages massifs du gisement de Rumaïla, à cheval sur les 2 pays. Le refus est encore aussi catégorique. En Irak, la situation devient de plus en plus tendue. La dette extérieure reste abyssale, la population est à bout et les caisses sont vides. Le régime de Saddam va alors faire un pari assez osé. Il décide de tenter de se refaire en envahissant et pillant son voisin blindé qui lui l'a fait à l'envers, le Koweït. L'idée, c'est de calmer les ardeurs populaires grâce au pillage des montagnes de marchandises accumulées dans le richissime émirat et de rafler par la force les champs pétroliers, les avoirs financiers et la façade maritime koweïtienne. Au final, annexer totalement l'émirat. C'est un plan quelque peu ambitieux à l'image du mégalomane Saddam Hussein. Ce dernier, fort d'une armée considérée par les commentateurs de l'époque comme la 4e armée du monde,
reste convaincu que ses voisins n'ont pas les moyens de l'embrouille et que les États occidentaux ne bougeront pas au-delà de grandes déclarations et de quelques sanctions économiques. Le 2 août 1990, l'Irak envahit le Koweït. L'Irak a envahi ce matin le Koweït. Saddam Hussein, qui accusait son voisin de lui voler son pétrole, a mis ses menaces à exécution. Condamnation unanime dans le monde. La guerre au Proche-Orient. En moins de 6 heures, l'armée irakienne a envahi ce matin le Koweït. Ce petit pays très riche a été anéanti sans pouvoir opposer la moindre résistance. Officiellement, c'est un différend frontalier et pétrolier qui est à l'origine du conflit, mais la raison évidente de cette guerre, c'est en fait la situation financière de l'Irak. Avec 70 milliards de dettes, Bagdad est en prise avec des difficultés économiques insurmontables. Le Koweït est un petit pays, mais sa richesse est considérable. Il détient à lui seul l'une des réserves de brut les plus importantes du monde. Saddam Hussein joue donc son va-tout. L'armée irakienne s'est emparée du Koweït en moins de 24 heures. 1/5 de la production mondiale de pétrole est alors contrôlée par le régime. Immédiatement, le cours du brut double. C'est la panique chez les monarques saoudiens qui accueillent leurs homologues rescapés. Pour la bourgeoisie mondiale, l'aventure de Saddam va beaucoup trop loin. Une volée de sanctions s'abat sur l'Irak. Un embargo total est décrété. Avec l'affaiblissement de l'Union soviétique et la fin déclarée de la guerre froide, Saddam Hussein pensait que le nouvel ordre mondial serait multipolaire et il espère encore que son régime deviendra le leader du mouvement panarabiste. En réalité, cette analyse est un peu trop avant-gardiste pour son temps. La superpuissance américaine est alors à son apogée. L'aventure du Raïs au Koweït offre alors une occasion en or pour les États-Unis de le prouver au monde, en rebattant les cartes du jeu d'influence au Moyen-Orient. Quelques jours plus tard seulement, les armées américaines et britanniques commencent à prendre position le long de la frontière irako-saoudienne. Après un siècle d'intervention extérieure et d'ingérence en tout genre, la nouvelle doctrine, c'est le droit international, le respect des frontières et la souveraineté des États. C'est autour de ces arguments chimériques que va se construire une grande coalition internationale contre l'Irak pour défendre les pétromonarchies et les avoirs pétroliers menacés par un régime trop ambitieux. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni forment le gros des troupes. Les autres armées sont reléguées à un rôle subalterne, voire de simples figurants. Fin novembre, un ultimatum est lancé. Les troupes irakiennes ont jusqu'au 15 janvier 1991 pour évacuer totalement le Koweït. Saddam Hussein refuse de céder. Le 15 janvier, l'attaque des Alliés commence. Les armes vont parler. Puisqu'il en est ainsi, je vous demande, mes chers compatriotes, de faire bloc autour de nos soldats et pour les idéaux qui inspirent notre action. Il est 3h29 du matin à Bagdad. Il a déclaré la guerre parce que Saddam Hussein n'a pas voulu bouger, il n'a pas bronché. Tout repose désormais sur les soldats des 29 nations alliées dont les forces sont en place dans le Golfe et pour ce qui nous concerne, sur notre cohésion nationale. La patrie fera face aux heures difficiles qui s'annoncent en préservant son unité. Je compte sur vous tous. Vive la République, vive la France. Acclamés par les troupes US au sol, les bombardiers de la coalition internationale poursuivent leur mission. Par vagues ininterrompues, les aviations alliées ont complètement pris de court l'adversaire, bombardant des objectifs koweïtiens ou irakiens, à l'aide notamment de missiles très précis, guidés par rayons laser. D'après les experts britanniques, plus de 18 000 tonnes d'explosifs auraient déjà été larguées, soit 1,5 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Plus de 50% de l'aviation irakienne aurait d'ailleurs été détruite au sol, le plus souvent avant même d'avoir eu le temps de décoller. Bagdad est toujours la cible des missiles tirés depuis les avions ou depuis les navires de guerre américains stationnés au large dans le Golfe. Plusieurs sites de missiles Scud ont également été détruits. Selon le chef d'état-major français, l'Irak n'est maintenant plus en mesure de développer une attaque chimique d'envergure. L'Irak a abattu un seul chasseur américain F-18, un chasseur bombardier britannique Tornado est également porté disparu. 4 Jaguars français ont été touchés et un pilote français est légèrement blessé au cuir chevelu. Cause it chilled him inside. Sounding gun
préparer le terrain, les avions de la coalition vont larguer durant un mois environ 85 000 tonnes de bombes sur les villes, les infrastructures militaires et civiles. C'est l'occasion de tester le nouveau matériel qui surpasse de loin l'équipement de l'armée irakienne. L'ampleur des destructions est immense. L'armée irakienne n'a plus de capacité aérienne ni maritime, une grande partie de ses blindés est hors service, ainsi que ses capacités balistiques. Les estimations parlent déjà de plusieurs dizaines de milliers de morts. De nombreux habitants des villes du sud fuient les bombardements en remontant vers Bagdad, ainsi que déjà des milliers de déserteurs, ce qui oblige l'État irakien à mobiliser des forces pour tenter de les contenir. La 4e armée du monde est au tapis avant même l'intervention terrestre. Elle débute le 24 février. Privée de ses capacités, l'armée irakienne n'est pas en état de résister. La motivation et le moral des soldats est plus bas que jamais, et la plupart refusent de combattre. Ils sont des dizaines de milliers à déserter à leur tour. Seuls quelques corps d'élite contre-attaquent de ci de là. Nombre d'officiers abandonnent leur position, laissant les soldats seuls dans un affrontement totalement asymétrique. 3 jours après le début de l'offensive, la victoire alliée est acquise plus vite que toutes les prévisions. Il ne reste plus que quelques heures avant la reddition de l'Irak. En quelques jours, les armées de la coalition ont pénétré de plusieurs centaines de kilomètres dans la frontière irakienne. Des colonnes de soldats irakiens errent dans la zone grise de la ligne de front. Au loin, d'énormes colonnes de fumée montent des puits de pétrole sabotés par le restant des troupes de choc pour couvrir la retraite et venger la défaite. Tous, l'aviation les prend pour cible et les divisions au sol tentent de les capturer. Pour l'Irak, la défaite est totale. L'armée est en lambeaux. Des rumeurs se forment autour d'une fuite de Saddam Hussein vers l'Algérie. Il n'y a plus de front. Lorsque le déluge de feu de la coalition présente des accalmies, les soldats se rendent par dizaines de milliers. D'autres, tout aussi nombreux, abandonnent leur position. Le long de l'autoroute reliant le Koweït à l'Irak, une immense colonne de soldats et de véhicules en déroute s'est formée. L'aviation alliée va pilonner l'entièreté du convoi, carbonisant des milliers de véhicules et de vies. Le carnage s'étend sur 80 km. Lorsque le cessez-le-feu est déclaré, le régime du Parti Baas dirigé par Saddam est extrêmement affaibli. La population est exaspérée par les bombardements et les conséquences de cette expédition guerrière aventureuse. Dans le désert, les villages et sur les routes, les soldats rescapés des massacres se regroupent petit à petit. Ils portent encore leurs armes, ils sont débarrassés de leurs officiers. Une haine féroce les anime. La haine envers le pouvoir honni qui, après des années d'oppression et une hécatombe de 8 années, les a de nouveau conduits à la ruine et au carnage. Quand les premières colonnes de ces soldats déserteurs commencent à se rapprocher de la grande ville du sud, Bassora, un vent de révolte souffle dans le désert. Prochain épisode, la désertion envahit le sud. À bientôt sur Radio 2049.